On s'est tous déjà posé la question, non? Comment un ordinateur arrive à faire tourner de la musique, un navigateur web, un traitement de texte, tout ça en même temps, sans broncher? On a l'impression que tout se passe en parfaite simultanéité. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Aujourd'hui, on va soulever le capot pour comprendre cette petite magie qui se cache derrière nos écrans. Ah, ça, c'est une image qu'on connaît par cœur. Des dizaines d'onglets ouverts, plusieurs logiciels qui tournent, le gestionnaire des tâches commence à paniquer un peu, le processeur est à fond, et pourtant, tout semble fonctionner. On se dit, quelle machine multitâche incroyable. Mais en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Et voilà la grande question. Comment une seule machine, avec ce qu'on pourrait appeler un seul cerveau, le processeur, peut jongler avec autant de tâches aussi complexes sans s'en mêler les pinceaux? La réponse est à la fois plus simple et franchement bien plus fascinante qu'on ne le pense. Ok, alors allons-y. Pour piger ce tour de passe-passe, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur un terme clé, le processus. Et attention, ce n'est pas exactement la même chose qu'un programme. En gros, un processus, c'est un programme qui prend vie. Quand on double-clique sur une icône, le système d'exploitation ne se contente pas de lire le code. Non, il crée une sorte de bulle, une instance active de ce programme. Il lui donne de la mémoire, des ressources, et le met dans les starting blocks, prêt à être exécuté. C'est cette bulle en action qu'on appelle un processus. Pour que ce soit limpide, prenons une analogie que j'aime beaucoup. Le programme, c'est la recette dans un livre de cuisine. C'est statique, ce sont juste des instructions sur du papier. Le processus, c'est le chef. C'est celui qui enfile son tablier, sort les ingrédients du frigo et se met vraiment à cuisiner. C'est l'action. D'ailleurs, un même programme, comme un navigateur, peut avoir plusieurs processus en même temps. C'est comme si plusieurs chefs cuisinaient la même recette en parallèle. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est un processus, voyons comment le cerveau de la machine, le processeur, ou CPU, arrive à gérer tous ces chefs en même temps. Et c'est là que l'illusion prend tout son sens. Et voilà, le pose rosé découvert. Contrairement à ce qu'on ressent, un processeur ne fait jamais plusieurs choses en même temps. Un cœur de processeur exécute une seule instruction à un instant T. Il fait une chose, puis une autre, puis une autre. Mais il le fait à une vitesse tellement folle, des milliards de fois par seconde, que pour nous, pauvres humains, ça donne l'impression d'une simultanéité parfaite. Et qui est le grand Manitou derrière tout ça? Le chef d'orchestre s'appelle l'ordonnanceur. C'est un petit bout de code super important dans le système d'exploitation. Imaginez-le comme un agent de la circulation ultra efficace. Son job, c'est de décider quel processus a le droit d'utiliser le processeur et surtout pour combien de temps. Il passe son temps à crier « stop » à l'un et « go » à l'autre, à une vitesse vertigineuse. Alors, comment est choisi cet ordonnanceur? Il y a plusieurs stratégies. On pourrait faire du premier arrivé, premier servi, comme à la boulangerie. Simple, mais si un énorme processus arrive en premier, il bloque tout le monde derrière. C'est pas top. Du coup, la plupart des systèmes modernes utilisent une méthode bien plus juste, le round robin. En gros, chaque processus a droit à une minuscule part du gâteau, une microseconde d'attention, et puis hop, c'est au tour du suivant. C'est cette rotation ultra rapide qui crée notre fameuse illusion du multitâche. Et il faut savoir qu'un processus n'est pas toujours en train de tourner. Il passe son temps à changer d'état. Il peut être prêt, c'est-à-dire qu'il attend sagement son tour dans la file. Il peut être élu, quand c'est son moment de gloire sur le processeur. Ou alors, il peut être bloqué. Ça, c'est quand il attend quelque chose qui ne dépend pas du processeur, comme la fin d'un téléchargement ou qu'on tape quelque chose au clavier. L'ordonnanceur est malin. Il ne va pas perdre son temps avec un processus bloqué. Il le met de côté et passe directement au prochain qui est prêt. Ce balai de processus et de ressources est incroyablement efficace, c'est vrai, mais il n'est pas sans risque. Parfois, les choses peuvent très mal tourner. C'est un scénario que les informaticiens redoutent, l'interblocage, ou deadlock en anglais. L'idée de l'interblocage, en fait, est super simple à visualiser. Imaginez deux élèves. Pour dessiner un cercle parfait, il leur faut à chacun un compas et un feutre. Sauf que l'élève A a pris le seul compas et l'élève B a pris le seul feutre. Résultat, l'élève A attend le feutre de B et l'élève B attend le compas de A. Ils sont coincés, indéfiniment. Aucun ne peut avancer. En informatique, c'est exactement le même scénario cauchemardesque. Le processus A prend une ressource, disons un fichier. Au même moment, le processus B en prend une autre. Jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, le processus A a besoin de la ressource de B. Il se met donc en état bloqué en attendant. Et juste après, manque de bol, le processus B demande la ressource de A. Et voilà, il se bloque aussi. C'est l'impasse totale. Ce phénomène porte un nom très parlant, l'attente circulaire. A attend une ressource que B possède, pendant que B attend une ressource que A possède. C'est une boucle de dépendance qui ne peut pas être résolue. Et si le système d'exploitation ne fait rien, ces deux processus resteront bloqués pour l'éternité, ce qui peut paralyser une partie du système, voire le système entier. Bon,
Heureusement, on n'est pas complètement démunis face à ça. Les gens qui conçoivent les systèmes d'exploitation ont évidemment beaucoup réfléchi à ce problème. Et ils ont mis au point des stratégies plutôt solides pour empêcher ou au moins résoudre ces situations critiques. En gros, il y a 3 grandes approches. D'abord, la prévention. On met en place des règles tellement strictes qu'un interblocage ne peut tout simplement jamais arriver. Par exemple, un processus doit demander toutes ses ressources d'un coup. Ensuite, il y a l'évitement. Le système joue au devin. Avant d'accorder une ressource, il analyse si ça pourrait créer un blocage plus tard. Si oui, il refuse. Et enfin, la méthode un peu plus radicale, la détection et la résolution. On laisse faire, et si un interblocage se produit, le système le détecte, et là, il doit faire un choix difficile. Souvent, il tue l'un des processus pour libérer ses ressources et débloquer la situation. Voilà. La prochaine fois que l'on jonglera entre 15 fenêtres sur un ordinateur, on pourra se souvenir de cette danse invisible, ce ballet ultra rapide de processus orchestrés par l'ordonnanceur. C'est ce qui rend nos machines si puissantes. Mais ça laisse songeur. Si gérer quelques processus sur une seule machine est déjà si complexe, avec des risques de paralysie totale, comment font les ingénieurs pour gérer des milliards de processus sur des réseaux mondiaux comme Internet sans que tout ne s'effondre ? Ça, c'est un défi d'une toute autre échelle.